Côté français, on est dans la surenchère. La diplomatie, c'est pas ça. On n'a pas le droit de traiter l'Algérie de cette façon. L'Algérie, en fait, a toujours voulu que la France reconnaisse les exactions, les crimes, la pénétration coloniale. Emmanuel Macron s'est largement recentré ou droitisé depuis. La France sortirait grandie et améliorer énormément cette relation-là, en reconnaissant effectivement que la colonisation n'a pas été un bienfait. Après le soutien d'Emmanuel Macron à la marocanité du Sahara occidental et le rappel dans la foulée de l'ambassadeur algérien en France, la tension n'a cessé de s'exacerber entre les deux pays. Depuis, deux affaires empoisonnent les relations entre Paris et Alger. La première, celle concernant Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, incarcéré à Alger depuis le 21 novembre dernier. Il a été condamné en Algérie à 5 ans de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire, notamment ce jeudi 27 mars. La deuxième affaire, dite des influenceurs algériens, concerne Doualem, résident algérien de 59 ans, placé dans un centre de rétention administrative en vue de son expulsion vers Alger. Une décision jugée politique selon ses avocats. Si le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et l'extrême droite plaident pour une confrontation directe avec Alger et ne cessent de lancer des menaces, d'autres en appellent à la diplomatie pour calmer le jeu. D'ailleurs, le 26 mars, le président Abdelmadjid Tebboune a rappelé dans une interview sur Canal Algérie que Macron était son unique point de repère pour résoudre cette crise, qui pourrait donc connaître une accalmie. Sera-t-il possible d'apaiser la relation entre les deux pays ? Régulièrement brandie face à l'Algérie, la question migratoire replace la suppression des accords de 68 au cœur de cette relation. Des accords directement issus de ceux déviants et donc de la guerre d'Algérie. Et si c'était cela le fond du problème ? Ces successions de crises posent une question plus enfouie. Est-ce que la France en a vraiment fini avec la guerre d'Algérie ? À voir les invectives et les mots utilisés de part et d'autre en France, rien n'est moins sûr. Cette violence verbale, reprise par de nombreux commentateurs des chaînes d'infos, frappe Florence Baugé, ancienne journaliste au Monde, spécialiste du Maghreb et fine connaisseuse du terrain algérien. Celui qui est le plus en roue libre, c'est Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Et beaucoup de médias suivent et je suis un peu sidérée parce que finalement, côté algérien, c'est déjà un peu le cas, mais côté français, on est dans la surenchère. La diplomatie, c'est pas ça. On n'a pas le droit de traiter l'Algérie de cette façon, de rendre un coup, puis encore un coup. On voit des panneaux partout d'hebdomadaires prétendant, avec Retailleau, disant que l'Algérie essaye d'humilier la France. Mais je trouve ça risible et grotesque. Qui essaye d'humilier l'autre et depuis un siècle et demi ? Benjamin Stora, historien, revient sur la longue histoire de cette relation en dents de scie. On peut en prendre deux, par exemple, deux exemples historiques. Lorsqu'il y a eu la nationalisation des hydrocarbures par le président Boumedienne en 1971, il y a eu une vague anti-algérienne très puissante en France en 1973, où il y a des Algériens à Marseille qui ont été assassinés. Il y avait une bombe qui avait été déposée devant le consulat d'Algérie à Marseille, il y avait eu plusieurs morts. Et ça avait été terrible. Et puis tout d'un coup, il y a eu le vote à l'Assemblée nationale française pour la colonisation positive, c'est-à-dire expliquant que la colonisation avait été positive. Naturellement, c'était pas possible pour les Algériens d'accepter ça, quoi. C'était donc tous les efforts qui avaient été entrepris pendant 2 ans, 3 ans ont été littéralement anéantis, et on est retombé, disons, dans une période de glaciation, dont on est sorti avec les initiatives qui avaient été prises par Emmanuel Macron, notamment avec le rapport que je lui avais donné, c'est-à-dire toute une série de réalisations, de préconisations, la reconnaissance par la France de la torture, l'enlèvement et l'assassinat de Maurice Audin, de Ali Boumengel, de Larbi Ben Midi, qui étaient des grandes figures du nationalisme algérien. Donc il y avait quand même quelque chose de très fort, qui était une avancée, disons, considérable. Député EPR, Ensemble pour la République, groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Belkir Belhaddad, qui vient de quitter les macronistes après le vote d'une proposition de loi
remettant en cause le droit du sol à Mayotte, présenté par des députés républicains, parti de Bruno Retailleau, mais aussi Gérald Darmanin, ministre de la Justice, dresse un constat mitigé sans pour autant dénier à Emmanuel Macron des gestes en faveur de la réconciliation franco-algérienne. On peut dire ce qu'on veut sur Emmanuel Macron, mais il a eu le mérite d'essayer d'affronter cette réalité-là. Et je pense qu'Emmanuel Macron a fait le constat que beaucoup de gestes ont été faits, mais que les résultats finalement n'étaient pas à la hauteur des espérances ou de ce qu'on peut attendre d'une relation franco-algérienne. Je pense que c'est l'un des présidents sur ces 20 ou 30 dernières années qui a le plus essayé, en tout cas, de faire avec l'Algérie, et qu'il a fait le constat que finalement ça n'avançait pas. Il y avait eu le fait aussi que Emmanuel Macron s'était rendu au pont de Besançon, c'est un des endroits où les travailleurs algériens avaient été jetés dans la Seine le 17 octobre 1961. Et puis ce processus, il s'est interrompu. Il s'est interrompu pour plusieurs raisons. La raison immédiate, c'est bien sûr la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Et donc, ce qui n'était pas la position traditionnelle de la France, qui était celle du principe de l'autodétermination, c'est-à-dire le cadre de l'ONU par rapport au Sahara occidental. Le 20 janvier 2021, l'historien Benjamin Stora avait remis un rapport commandé par le chef de l'État français comportant 22 recommandations pour apaiser la mémoire franco-algérienne et tracer un chemin vers la réconciliation. Parmi les mesures, une commission mémoire et vérité ou le renforcement de la coopération entre les deux pays. Un travail jugé insuffisant par les autorités algériennes. La presse algérienne notait, elle, que le rapport passait sous silence le mot « reconnaissance ». Il y avait un démarrage de travail mémoriel qui plaisait pas du tout à la droite et à l'extrême droite française. Encore une fois, j'insiste, il s'agissait d'un début de démarrage mémoriel, mais il faut dire aussi qu'il y avait en France une énorme poussée de l'extrême droite qui n'était pas du tout d'accord avec toutes ces mesures-là. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué qu'il fallait pas de repentance, fallait rien faire. On revient à l'histoire de la mission civilisatrice, etc. Donc on revient en arrière, etc. L'Algérie, en fait, a toujours voulu que la France reconnaisse, disons, les exactions, les crimes, la pénétration coloniale. Nedjib Sidi Moussa est docteur en sciences politiques et enseignant. Il connaît bien les questions liées au nationalisme algérien. Pour lui, la dégradation des relations entre la France et l'Algérie dépasse Emmanuel Macron et les polémiques de ces dernières semaines. Le politologue s'interroge sur le rapport de la France à son histoire coloniale et la place des binationaux dans la société française. On est peut-être dans ce qu'on pourrait appeler une forme de nostalgie coloniale ou nostalgie impériale, dans la mesure où, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, la grandeur de la France, en fait, était associée au territoire, aux possessions extra-européennes. Et aujourd'hui, la France étant une puissance de second rang ou de troisième rang, il y a quelque chose qui ne passe pas du point de vue, justement, des nationalistes français et occidentaux qui voient aussi des puissances, ou en tout cas des territoires qui jadis ont été colonisés et qui aujourd'hui pèsent sur la scène internationale et peuvent parfois rivaliser, dans une certaine mesure, avec les vieilles puissances industrialisées européennes. Et puis il y a un autre enjeu aussi qui tient à la place justement de ces descendants de l'immigration ouvrière, postcoloniale. Elle interroge en fait cette diaspora franco-algérienne, binationale. Encore une fois, il n'y a jamais de terme qui convainc tant. En fait, elle vient interroger à la fois la dureté de l'ordre national, de l'État-nation, avec ses frontières, ses visas, ses passeports, ses titres de séjour, et aussi son caractère absurde au temps de la mondialisation, et aussi à un moment où on aurait pu souhaiter une libre circulation des individus, des idées, des espoirs. On est dans une époque de fermeture, de crispation identitaire, et donc précisément ceux qui sont en première ligne, les nouveaux boucs émissaires, ce sont les descendants de cette immigration qui sont perçus comme étant de trop, comme étant surnuméraires. Parce que l'Algérie étant devenue des départements français, pas une colonie, mais intégrée à la France, donc à la nation française. Ça faisait partie de la nation, à la République française, une et indivisible. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui est incroyable. Ça veut dire que l'abandon, entre guillemets, de l'Algérie française, c'est vécu comme un drame du nationalisme français.
C'est vrai que Macron, quand il arrive au pouvoir en 2017, je ne sais pas s'il a conscience de l'énormité, je veux dire, de ce que représente cette espèce de bloc inconscient et conscient des rapports franco-algériens. En déplacement à Alger, le 14 février 2017, Emmanuel Macron, alors primo-candidat à l'élection présidentielle, avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Une déclaration audacieuse qui réussit l'exploit de susciter un espoir tout en mettant le feu aux poudres. Macron a fait ce qu'il a pu en donnant beaucoup au départ, en parlant de crimes contre l'humanité. J'ai d'ailleurs mal compris cette expression, parce qu'il me semble que la colonisation en elle-même ne répond pas aux critères de crimes contre l'humanité. En revanche, qu'elle a entraîné des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, oui. Donc ça aurait été une position qu'il aurait pu maintenir après qu'il ait été élu président de la République. Mais ensuite, il a eu du mal à gérer cette espèce de raccourci qu'il avait fait. Et Emmanuel Macron s'est largement recentré ou droitisé depuis. Emmanuel Macron, candidat pour sa première élection, effectivement, a essayé de jouer sur le dépassement des clivages gauche-droite, a essayé aussi, à mon avis, pour des raisons électoralistes, de tendre la main à une partie de l'électorat français, en assimilant donc le colonialisme à un crime contre l'humanité. On se rappelle sans doute des réactions que ça a suscité. Il y a une levée de bouclier très vite, ce qui montre également qu'il y a un milieu et une clientèle qui n'a pas baissé les bras. D'ailleurs, les polémiques récentes montrent que la guerre d'Algérie hante le débat politique et médiatique français. Elle renvoie même directement à l'héritage du général de Gaulle et à la Ve République, née par et pour la guerre d'Algérie. C'est ça la vraie question qu'il faut poser à M. Retailleau, qui se réclame du gaullisme. Le général de Gaulle a eu tort de signer les accords d'Évian. C'est que le général de Gaulle, quand il arrive au pouvoir en 1958, il affronte une situation de guerre. Quand on affronte une situation de guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place des institutions qui lui donnent beaucoup de pouvoir, au détriment du pouvoir de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle l'article 16 de la Constitution. Bon, c'est la Constitution de la Ve République. Cette Constitution, elle est née de la guerre d'Algérie. C'est une Constitution pour la guerre d'Algérie. Ces institutions-là, elles fonctionnent toujours. Il n'y a plus de guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'on fonctionne sur des institutions nées dans et pour la guerre qui n'a plus lieu. Donc on continue la guerre. Si les autorités algériennes ont souvent été accusées d'avoir instrumentalisé le récit de la guerre d'indépendance pour légitimer son pouvoir, côté français, la guerre d'Algérie ne serait pas encore finie, la fin de l'Empire loin d'être digérée. Comment alors sortir de cette impasse dans un contexte de post-vérité et d'invectives numériques? Il y a des non-dits qui sont trop bruyants. On est tout le temps dans l'émotionnel, le sentimental, en faisant passer les Algériens pour des tempéraments émotifs et vindicatifs, en oubliant que ce qu'il faut d'abord, c'est établir la vérité à défaut de la justice. Et je pense que la France en sortirait grandie et améliorer énormément cette relation-là en reconnaissant effectivement que la colonisation n'a pas été un bienfait et pour partie détruit ce pays-là. L'histoire est tellement importante, des liens affectifs entre nos deux pays qui concernent des millions de concitoyens franco-algériens. Nous avons le devoir de rétablir une relation importante entre ces deux pays. D'autant qu'avec l'extrême droite aux portes de l'Élysée, la relation avec l'Algérie va peser sur la prochaine élection présidentielle. À ma connaissance, aucun candidat et aucun président de la République des dernières années a fait l'économie d'une halte ou d'un passage à Alger, pour plein de raisons. Pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de voisinage. N'oublions pas, ce qui sépare l'Algérie de la France, c'est qu'une mer, c'est la Méditerranée. Et aussi, un autre facteur qu'on a tendance à oublier, c'est la démographie. N'importe quelle personne qui souhaite prétendre au pouvoir en France est obligée, à un moment donné ou à un autre, de se confronter à la question algérienne, aux Algériens, aux Franco-Algériens. À voir les dernières déclarations de Louis Sarkozy, fils du président de la République Nicolas Sarkozy,
qui appelait à brûler l'ambassade d'Algérie en France dans une interview accordée au Monde, le passif est loin d'être soldé. Pire, il se transmet de génération en génération.